J'ai cru que mon cœur allait s'arrêter ce jour-là. Julien, là, en plein milieu de la rue principale de Saint-Flour-sur-Dordogne, son revolver à la main, face à cet homme, Pierre, et sa bande de voyous. Le soleil de midi tapait fort, mais j'avais des frissons. Je voyais la tension dans l'air, si dense qu'on aurait dit qu'elle crépitait, prête à éclater en mille morceaux. Je me souviens de l'odeur de la poussière soulevée par les chevaux, mélangée à celle du cuir et d'une étrange amertume, celle de la peur et de la rage. Pierre, avec sa cicatrice, avait ce rire froid qui me hantait depuis des semaines, des mois. Et Julien, lui, était d'une calme effrayante. Mais je sentais, je savais, qu'il était prêt à tout. Ses yeux, habituellement si chaleureux, étaient réduits à des fentes d'acier. Comment, au nom du ciel, en étais-je arrivé là? C'était sous une chaleur accablante, un après-midi de juillet, je crois. Ou était-ce août? Le temps avait perdu toute signification. Je suis tombé, littéralement, dans ce qui semblait être Saint-Flour-sur-Dordogne. Mes vêtements étaient en lambeaux, la poussière et la boue collées à ma peau. Mes pieds étaient des plaies ouvertes, enveloppés dans ce qui restait d'un jupon. J'avais faim, j'avais soif, et la seule chose qui fonctionnait encore en moi, c'était la peur. Une peur froide, constante, comme une main serrant mon estomac. Quand ce marshal adjoint, Julien Dubois, m'a posé la question de mon nom, non pas une, mais 3 fois, j'ai juste fixé le vide. Mes yeux, disait-on parfois, étaient de la couleur des jours d'orage. Ce jour-là, ils devaient être le reflet exact de la tempête qui faisait rage à l'intérieur de moi. Je n'avais plus de voix. Ou plutôt, j'avais peur de l'utiliser. Peur que mon nom me trahisse, peur qu'il soit d'une chaîne qui me ramène là d'où je m'étais échappé. Julien avait l'air gentil. C'est la première chose que j'ai remarquée malgré tout. Il avait cette façon de me regarder qui n'était pas celle des autres. Pas de curiosité malsaine, pas de jugement, juste une sorte de préoccupation sincère. C'était un homme grand, avec une carrure solide et des yeux sombres qui semblaient voir au-delà de mes guenilles et de ma saleté. Il devait avoir, 25 ou 26 ans. Il m'a dit, Mademoiselle, j'ai besoin de savoir qui vous êtes. Sa voix était douce, et il s'est accroupi pour que nos regards soient au même niveau. Mon regard est resté fixé sur la rue poussiéreuse où une charrette passait, le cocher inclinant son chapeau sans vraiment nous voir. Mes mains tremblaient et j'ai essayé de les cacher dans mes genoux. Les marques de corde sur mes poignets. Je crois qu'il les a vues. Mon cœur s'est mis à tambouriner. D'accord, a-t-il dit après un long moment de silence où seule la respiration était audible. D'accord, vous n'êtes pas obligé de me le dire tout de suite. Mais vous avez besoin d'eau, de nourriture, d'un endroit pour vous reposer. Vous pouvez au moins me dire si quelqu'un vous a fait du mal. J'ai serré ma mâchoire. Ce n'était pas facile. Rien n'était facile. Mais j'ai hoché la tête, un mouvement minuscule, un mouvement qui a semblé allumer une flamme de colère dans les yeux de Julien, mais il a gardé sa voix calme. Alors vous êtes en sécurité ici. Je vous donne ma parole. Personne ne vous fera de mal tant que je serai là. Pour la première fois, mes yeux ont croisé les siens, cherchant une vérité, une promesse réelle dans cet abîme de désespoir. J'ai trouvé quelque chose. Je ne sais pas exactement quoi. Peut-être la conviction de son regard. J'ai hoché la tête une seconde fois. Il m'a aidé à me relever. Je me suis recroquevillé quand il a touché mon coude, le réflexe de tant de mois d'abus. Mais il m'a simplement conduite doucement jusqu'à la pension de Madame Leclerc, une femme veuve au grand cœur qui savait rester discrète. Le soleil implacable faisait perler la sueur le long de mon dos, même sous les vêtements déchirés. Saint-Flour-sur-Dordogne en été, c'était un enfer de poussière et de chaleur, un bourdonnement constant de mouches. Madame Leclerc, la pauvre, a ouvert la porte, ses yeux s'écarquillant à ma vue. Mon Dieu, entrez, entrez, fuyez cette chaleur. Julien a expliqué que j'avais besoin d'une chambre,
d'un bon bain chaud et de tout ce qu'elle pouvait me donner à manger. Il couvrirait les frais. Et Madame Leclerc, que Dieu la bénisse, n'a posé aucune question, juste si je voulais du sucre dans mon thé. 1 heure plus tard, lavé, vêtu d'une robe de coton empruntée, j'étais assise à la table de cuisine de Madame Leclerc, avec un bol de ragoût de bœuf fumant et du pain frais. Julien était en face de moi, son chapeau posé entre nous, et il a réessayé. Je sais que vous avez vécu quelque chose de terrible. Je le vois, c'est évident. Mais si vous pouviez me dire votre nom, peut-être que je pourrais vous aider. Peut-être que je pourrais retrouver celui qui vous a fait ça et faire en sorte qu'il paye. J'ai mangé lentement, mécaniquement, comme quelqu'un qui n'avait pas vu de nourriture depuis des jours. Quand j'ai enfin levé les yeux vers lui, mon expression était « je suppose illisible ». J'ai secoué la tête une fois, puis j'ai replongé dans mon repas. Vous ne me direz pas? Un autre signe de tête négatif. Julien s'est adossé, passant une main dans ses cheveux foncés. Eh bien, je ne peux pas vous appeler mademoiselle pour toujours. Ça va devenir vite embarrassant. Il a étudié mon visage, la lumière de l'après-midi capturant les reflets roux de mes cheveux emmêlés, la détermination de mon menton malgré la peur qui habitait toujours mes yeux. Et si je vous appelais Espoir, juste le temps que vous soyez prête à partager votre vrai nom, ça vous irait? J'ai arrêté ma cuillère à mi-chemin de ma bouche. Espoir, ce mot. Il s'est niché en moi, un minuscule papillon fragile. J'ai lentement hoché la tête. Espoir alors, a dit Julien, et je l'ai vu sourire, malgré les circonstances étranges. Heureux de vous rencontrer, Espoir. Je suis Julien Dubois et je vais m'assurer que vous allez bien. C'est une promesse. La première semaine est passée dans un étrange rythme silencieux. Julien venait me voir tous les jours, m'apportant des choses dont je pouvais avoir besoin. Une nouvelle robe de l'épicerie, une paire de vraies chaussures, une brosse à cheveux avec un manche en nacre qui a fait s'écarquiller mes yeux avec une pointe de merveille, peut-être. À chaque visite, il me demandait mon nom doucement, sans pression. Et chaque fois, je secouais la tête. Mais lentement, j'ai commencé à me détendre un peu en sa présence. Madame Leclerc rapportait que je l'aidais à la pension, faisant la vaisselle et les lits sans qu'on me le demande. Je me déplaçais silencieusement, comme une ombre, mais j'étais fiable et méticuleuse. Les autres pensionnaires s'étaient habitués à ma présence, cette jeune femme silencieuse qui ne prononçait jamais un mot, mais dont les yeux racontaient des histoires que personne ne pouvait lire. Julien trouvait des excuses pour passer devant la pension plus souvent que ses fonctions ne l'exigeaient strictement. Il se disait qu'il vérifiait juste que j'étais en sécurité. Mais la vérité, j'en étais sûr, était plus complexe. Il y avait quelque chose en moi, un espoir, qui l'attirait, quelque chose au-delà du mystère de mon silence. La façon dont je regardais le coucher de soleil depuis le porche de Madame Leclerc, mon visage incliné vers la lumière mourante. La façon dont mes mains bougeaient quand j'aidais Madame Leclerc au jardin, douce et sûre. La façon dont j'avais commencé à sourire, juste un peu, quand je le voyais arriver dans la rue. Parfois, la nuit, quand je ne trouvais pas le sommeil, je repensais à ma sœur, Clara. Je me souvenais de son rire si libre et si joyeux, et de la façon dont elle disait toujours que j'étais trop sérieuse. Elle aurait su quoi faire de cette situation. Elle m'aurait tiré de là. Et j'aurais obéi, parce que je l'admirais tant. Le souvenir de son visage me ramenait aussi à une autre époque, une vie avant l'horreur, où nous cueillions des pêches dans le verger de nos parents, en Basse-Normandie, et où le plus grand de nos soucis était de savoir si le cidre serait bon cette année. C'était un temps si lointain, si doux, si incroyablement banal comparé au gouffre que ma vie était devenue. Cette douleur sourde au fond de ma poitrine, c'était le poids de sa perte, un fardeau que rien, pas même la gentillesse de Julien, ne pouvait alléger. Le 10e jour, Julien m'a apporté un livre de poésie. Je ne savais pas trop quoi en penser. Il ne m'avait pas l'air d'un grand lecteur, mais sa mère avait adoré la poésie avant de mourir, m'avait-il dit.
Quelque chose, il le sentait, me dirait qu'espoir, moi, l'apprécierait. J'ai pris le livre des deux mains, mes doigts caressant les lettres en relief sur la couverture. Quand j'ai levé les yeux vers lui, il y avait des larmes dans mes yeux, mais je souriais. « Ça vous plaît? » a demandé Julien, l'air absurdement content de lui. J'ai hoché la tête vigoureusement, serrant le livre contre ma poitrine comme s'il était fait d'or. « Bien, je pensais que vous aimeriez avoir quelque chose à lire le soir. Ça devient solitaire, j'imagine, de ne pas parler aux gens. » J'ai ouvert le livre, feuilleté quelques pages, puis je l'ai tourné vers lui, pointant du doigt un poème en particulier. Julien s'est penché pour le lire, conscient de notre proximité, de la légère odeur de savon à la lavande qui s'accrochait à mes cheveux. Le poème parlait de trouver un foyer dans des endroits inattendus, d'étrangers devenant une famille. Quand Julien a levé les yeux, je le regardais intensément, et il a compris ce que j'essayais de dire sans mots. « Vous avez de l'impression d'avoir trouvé un foyer ici ?» a-t-il demandé doucement. J'ai hoché la tête, puis j'ai pointé mon doigt vers lui. « Avec moi? » Un autre signe de tête, et mes joues ont rougi. J'ai senti mon propre visage s'échauffer. « Eh bien, j'en suis heureux, Espoir. Je suis vraiment heureux. » À la 3e semaine, j'avais commencé à m'aventurer davantage. J'allais à l'épicerie avec Madame Leclerc, aidais à rapporter les provisions à la pension et m'asseyais même sur le porche le soir quand la chaleur tombait enfin et qu'une brise soufflait sur Saint-Flour-sur-Dordogne, apportant l'odeur du chêne vert et de la pluie lointaine. Julien me rejoignait souvent là, assis sur la chaise à côté de la mienne, parlant de sa journée, de son enfance ou de toute autre chose qui lui venait à l'esprit. J'écoutais, vraiment j'écoutais, d'une manière qui lui donnait l'impression d'être entendu comme jamais auparavant. Il me parlait de son père, du jour de sa mort, et comment Julien avait juré de perpétuer son héritage. Il me parlait de sa mère, disparue quand il avait 15 ans, le laissant seul au monde jusqu'à ce que le shérif le prenne sous son aile. Il me parlait de la solitude d'être un homme de loi, comment les gens regardaient d'abord l'insigne, puis l'homme. J'écoutais tout, et même si je ne parlais jamais, mes yeux transmettaient de la sympathie, de la compréhension, et autre chose qui faisait battre plus vite le cœur de Julien. Le 22e jour, un étranger est arrivé à Saint-Flour-sur-Dordogne. C'était un homme à l'air dur, avec une cicatrice allant de sa tempe à sa mâchoire, et des yeux qui ne laissaient transparaître aucune chaleur. Julien était au bureau du shérif quand l'homme est entré, ses éperons tintant à chaque pas. « Je peux vous aider ?» a demandé Julien, se levant de son bureau. « Je cherche quelqu'un » a dit l'homme, sa voix rauque comme du gravier. Une jeune femme, cheveux auburn à peu près de cette taille. Il a levé la main pour indiquer ma taille. Elle est peut-être passée par ici il y a quelques semaines, probablement in saleta. Chaque instinct de Julien criait « danger ». Il a gardé un visage neutre, sa main glissant nonchalamment vers sa ceinture d'armes. « Quel est votre intérêt dans cette femme? » « Ça nous regarde, elle et moi. Vous l'avez vue ou non? » Beaucoup de monde passe par Saint-Flour-sur-Dordogne. Je ne me souviens pas de quelqu'un qui corresponde particulièrement à cette description. Les yeux de l'homme se sont rétrécis. « Vous êtes sûr, adjoint? »« Certain, mais si vous voulez laisser votre nom, je peux être à l'écoute. Vous disiez pourquoi vous la cherchiez déjà. »« Je n'ai pas dit, et je ne crois pas que vous soyez franc avec moi. » Julien s'est redressé de toute sa taille, qui était considérable. Il avait la carrure de son père, large d'épaules et fort, et il savait comment s'en servir. « Je suis aussi franc que je dois l'être. Vous arrivez dans ma ville, vous respectez mes règles. Maintenant, soit vous me dites correctement votre affaire, soit vous continuez votre chemin. » L'homme l'a fixé un long moment, et Julien pouvait sentir la tension crépiter dans l'air comme un éclair avant l'orage. Finalement, l'étranger a reculé d'un pas. « Je serai dans les parages. Si vous la voyez, vous lui direz que Pierre Lacroix la cherche. Elle saura ce que ça veut dire. » Il s'est retourné et est parti, laissant Julien au milieu du bureau, avec de la glace dans les veines. Il m'a trouvé dans le jardin de la pension, cueillant des tomates sous le soleil de fin d'après-midi.
Au moment où j'ai vu son visage, mon sourire a disparu. Il y avait un homme ici aujourd'hui, a dit Julien sans préambule. Il s'appelait Pierre. Il avait une cicatrice juste là. Il a tracé une ligne sur son propre visage. Un type à l'air méchant, vous le connaissez? Le panier de tomates m'a échappé des mains, éparpillant les fruits rouges sur la terre. Mon visage est devenu blanc comme de la craie, et j'ai commencé à trembler. Julien m'a rattrapé avant que mes genoux ne cèdent, me tenant fermement. Hé, ça va aller. Il est parti maintenant. Je ne lui ai rien dit. Vous m'entendez? Je ne lui ai rien dit du tout. Je me suis accroché à ses bras, mes doigts s'enfonçant si fort que ça faisait mal. Et quand j'ai levé les yeux vers lui, j'ai vu une terreur pure dans ses yeux. C'est lui qui vous a fait du mal, n'est-ce pas? A dit Julien, la fureur montant dans sa poitrine. Celui que vous fuyez? J'ai hoché la tête et un sanglot s'est arraché de ma gorge, le premier son autre que ma respiration qu'il m'ait jamais entendu faire. Julien m'a serré contre lui sans réfléchir, m'enlaçant alors que je tremblais contre lui. Écoutez-moi, Espoir. Écoutez. Il ne vous touchera pas. Je le jure sur la tombe de mon père. Je ne le laisserai pas vous approcher. Vous me croyez? J'ai enfoui mon visage dans sa poitrine et j'ai senti mes larmes mouiller sa chemise. Il m'a serré plus fort, une main montant pour soutenir l'arrière de ma tête. Et pour la première fois en 4 ans, Julien Dubois a senti quelque chose d'autre que le devoir le guider. C'était personnel maintenant. Il s'agissait de protéger quelqu'un qui était devenu bien plus pour lui qu'un simple témoin ou une victime qu'il avait juré de défendre. Madame Leclerc nous a trouvés ainsi, et son expression s'est adoucie de compréhension. « Ramenez-la à l'intérieur, adjoint. Je vais faire du thé. » Cette nuit-là, Julien n'a pas quitté la pension. Il est resté dans le salon, son arme posée sur ses genoux, surveillant la rue par la fenêtre, tandis que la lune montait, pleine et brillante, au-dessus de Saint-Flour-sur-Dordogne. Madame Leclerc m'avait mise au lit à l'étage, me donnant un peu de son propre vin de lavande pour m'aider à dormir, mais Julien savait qu'il ne se reposerait pas tant qu'il n'aurait pas compris la situation. Le matin, il a envoyé un télégramme aux gendarmes à cheval, leur demandant de vérifier leur registre pour toute personne nommée Pierre Lacroix, avec une cicatrice faciale distinctive, recherchée pour des crimes contre des femmes. Puis il a fait le tour de Saint-Flour-sur-Dordogne, informant discrètement les autres commerçants et habitants de la ville de surveiller l'étranger et de signaler immédiatement s'ils le voyaient. Quand il est rentré à la pension à midi, j'étais assise sur le porche, le livre de poésie ouvert sur mes genoux. J'avais l'air épuisé, des cernes sous les yeux, mais quand je l'ai vu, j'ai esquissé un faible sourire. Julien s'est assis à côté de moi. J'ai besoin d'en savoir plus, Espoir. Je ne peux pas vous protéger correctement si je ne sais pas à quoi je suis confronté. Vous n'êtes pas obligé de me dire votre ton tout de suite si vous n'êtes pas prête. Mais j'ai besoin de savoir pour Pierre. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il vous a fait? J'ai fixé le livre pendant un long moment, puis j'ai lentement tendu la main vers la poche de ma robe et en ai sorti un petit morceau de papier et un crayon. Avec des lettres soignées et précises, j'ai commencé à écrire. Julien a regardé les mots se former sur la page. Mon mari, il a tué ma sœur quand elle a essayé de m'aider à m'échapper. J'ai couru. Il me tuera s'il me trouve. Le sang a quitté le visage de Julien. Votre mari, vous êtes marié à cet homme? J'ai hoché la tête, des larmes coulant à nouveau sur mes joues. Et votre sœur? La voix de Julien s'est brisée. Mon Dieu, Espoir, je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé. J'ai écrit à nouveau. C'est un homme dangereux. Vous devriez rester loin de moi. Je quitterai la ville ce soir. Comme l'enfer que vous le ferez, a dit Julien avec férocité, me prenant le papier des mains et le froissant. Vous n'allez nulle part. Vous restez ici, où je peux vous garder en sécurité. Et quant à être marié à lui, eh bien, il y a des moyens de contourner ça s'il est le genre d'homme que vous décrivez. Abandon, cruauté,
il y a des motifs d'annulation ou de divorce. J'ai secoué frénétiquement la tête, écrivant rapidement « Il ne me laissera jamais partir. Il tuera quiconque m'aide. » Alors je suppose qu'il devrait essayer de me tuer, a dit Julien sèchement. Parce que je ne reculerai pas. Vous m'entendez, espoir? Je ne vous laisserai pas affronter cela seul. J'ai levé les yeux vers lui, cherchant quelque chose dans son visage, et ce que j'y ai trouvé a fait jaillir de nouvelles larmes. J'ai tendu la main timidement, ma main tremblant, et j'ai touché sa joue. C'était la première fois que j'initiais un contact physique, et Julien est resté parfaitement immobile, osant à peine respirer. « Je tiens à vous, a-t-il dit doucement, couvrant ma main de la sienne. Plus que je ne devrais probablement, étant donné que je ne connais même pas votre vrai nom. Mais cela ne change pas ce que je ressens. Je vais me tenir entre vous et ce monstre, et je vais m'assurer que vous obteniez la vie que vous méritez. Une vie libre, une vie sûre. » Mes lèvres ont tremblé et je me suis penché en avant, appuyant mon front contre son épaule. Julien a passé son bras autour de moi, me tenant alors que le soleil de midi flamboyait et que quelque part au loin, le sifflet d'un train retentissait, long et bas. La 4e semaine n'a apporté aucun signe de Pierre, mais Julien n'a pas relâché sa garde. Il a emménagé lui-même à la pension, prenant une chambre en face de la mienne, et il s'est assuré que quelqu'un était avec moi à tout moment. Madame Leclerc s'est révélée être une alliée inattendue, farouchement protectrice de la jeune femme qu'elle en était venue à considérer comme une fille. Elle gardait un fusil de chasse derrière la porte de la cuisine et a dit à Julien qu'elle n'avait pas peur de l'utiliser. La réponse du télégramme des gendarmes est arrivée le 28e jour. Pierre Lacroix, recherché dans 3 territoires pour agression, suspecté de 2 meurtres, extrêmement dangereux. Approchez avec prudence. Julien a relu le télégramme 3 fois, chaque mot gravé dans son esprit. Puis il est monté et a frappé à ma porte. J'ai ouvert immédiatement, mes yeux interrogateurs. J'ai eu une réponse pour Pierre, a dit Julien. Son nom de famille est Lacroix. Il est recherché par les gendarmes. Ça veut dire qu'une fois qu'ils l'auront attrapé, vous serez libre. Vraiment libre. Ma main s'est envolée à ma bouche, et pendant un instant, Julien a cru que j'allais m'évanouir. Puis j'ai saisi sa main et l'ai tirée dans la pièce, refermant la porte derrière nous. Ce n'était pas convenable, pas du tout. Mais Julien ne pouvait pas se soucier de la bienséance quand je le regardais, comme s'il venait de m'offrir la lune. J'ai sorti mon papier et mon crayon, écrivant frénétiquement. « Êtes-vous certain? Ils le veulent vraiment? » « J'en suis certain. J'ai le télégramme ici. » Il me l'a montré, me regardant le lire encore et encore, mes lèvres bougeant silencieusement. Quand j'ai levé les yeux vers lui, il y avait quelque chose de nouveau dans mes yeux. De l'espoir. Du vrai espoir. Pas seulement le nom qu'il m'avait donné, mais le véritable sentiment qui fleurissait sur mon visage comme un lever de soleil. « Nous allons vous sortir de là, » a dit Julien, prenant mes 2 mains dans les siennes. « Et quand tout cela sera terminé, quand vous serez en sécurité et libre, j'aimerais beaucoup vous courtiser correctement si vous le vouliez bien. » Mes yeux se sont écarquillés et la couleur a envahi mes joues. J'ai baissé les yeux sur nos mains jointes, puis sur son visage, et lentement, délibérément, j'ai hoché la tête. Julien a senti son cœur se dilater dans sa poitrine, a senti quelque chose se mettre en place qu'il n'avait même pas su qu'il manquait. Il a porté mes mains à ses lèvres et a embrassé mes jointures doucement. Alors, c'est ce que nous ferons. D'abord, nous nous occuperons de Pierre Lacroix. Ensuite, je vous emmène dîner au meilleur restaurant de Saint-Flour-sur-Dordogne et nous ferons les choses correctement. J'ai souri, vraiment souri, et ça a transformé tout mon visage. Julien voulait m'embrasser pour de bon, voulait me serrer contre lui et me montrer exactement à quel point je comptais pour lui. Mais il s'était promis d'être un gentleman. Alors, il a juste tenu mes mains et m'a rendu mon sourire. Et c'était suffisant pour l'instant. Pierre est revenu le 32e jour, cette fois avec 2 autres hommes. Ils sont descendus la rue principale à midi,
sans aucune tentative de subtilité, et Julien les a rencontrés devant le bureau du shérif, son arme déjà dégainée. « Ça suffit », a-t-il appelé. « Pierre Lacroix, vous êtes recherché par les gendarmes à cheval pour agression et suspicion de meurtre. Vous et vos amis devez descendre lentement et garder vos mains là où je peux les voir. » Pierre a ri, un son froid et laid. « Alors, vous savez où elle est? Je m'en doutais. Donnez-la, adjoint, et nous partirons. Ça n'a pas besoin de devenir sanglant. Le seul endroit où vous allez, c'est une cellule de prison. Maintenant, descendez de ces chevaux. » L'un des autres hommes, un type maigre au visage grêlé, a tendu la main vers son arme. Julien a tiré, frappant la main de l'homme et faisant s'envoler son pistolet. L'homme a crié et s'est agrippé à sa main ensanglantée, tandis que son cheval se cabrait. « La prochaine balle traversera la poitrine de quelqu'un, » a dit Julien calmement, bien que son cœur battait à tout rompre. « Votre choix. » Le visage de Pierre s'est assombri de rage. « Vous n'avez aucune idée à qui vous avez affaire, gamin. Cette femme est ma propriété. Elle m'appartient légalement et correctement. J'ai des papiers. Ces papiers ne valent rien si vous êtes recherché pour meurtre, et ils ne valent surtout rien si vous l'avez battu. Maintenant, pour la dernière fois, descendez de ces chevaux et levez les mains. » Pendant un instant, Julien a cru que Pierre allait vraiment tirer son arme. La tension était tendue comme un fil, et le doigt de Julien s'est resserré sur la gâchette. Puis, derrière lui, il a entendu le son distinctif d'un fusil de chasse armé. « Vous avez entendu, l'adjoint. » La voix de Madame Leclerc a retenti, claire et forte. Julien a jeté un coup d'œil en arrière pour la voir, debout sur le porche de sa pension, son fusil de chasse braqué sur les hommes à cheval. « Et s'il rate, je ne raterai certainement pas, moi. » D'autres habitants ont commencé à émerger des bâtiments, plusieurs d'entre eux armés. Le forgeron est sorti avec un fusil. Le tenancier du saloon avait un pistolet. Même le vieux monsieur Richard, de l'épicerie, se tenait sur le seuil de sa porte avec un mousquet ancien. Pierre a regardé autour de lui, réalisant qu'il était en infériorité numérique et en armes. Sa mâchoire s'est contractée de fureur, mais il n'était pas assez stupide pour déclencher un combat qu'il ne pouvait pas gagner. « Ce n'est pas fini, » a-t-il grogné à Julien. « C'est ma femme, la loi est de mon côté. » « Pas quand vous êtes un homme recherché, ce n'est pas le cas. Maintenant, vous avez 3 secondes pour quitter Saint-Flour-sur-Dordogne avant que je ne vous arrête, vous et vos amis. 1. Pierre a tiré sur les rênes de son cheval. 2. Les 3 hommes ont fait pivoter leurs chevaux. 3. Ils ont galopé hors de la ville dans un nuage de poussière et Julien n'a pas baissé son arme avant qu'il ne soit hors de vue. Puis ses genoux ont failli fléchir de soulagement. Madame Leclerc est descendue du porche et lui a tapoté l'épaule. « C'était bien fait, adjointe, très bien fait. Merci, madame, de m'avoir soutenu. Cette fille mérite mieux qu'un homme comme ça. Nous le savons tous. » Elle a regardé autour d'elle vers les habitants rassemblés qui hochaient la tête en signe d'accord. Saint-Flour-sur-Dordogne prend soin des siens. Julien m'a trouvé debout sur le seuil de la pension, mon visage pâle mais mes yeux brillants de quelque chose qui ressemblait à de l'étonnement. Il s'est approché de moi, rengainant son arme. « Il est parti pour l'instant, » a dit Julien. « Mais j'ai envoyé un mot aux gendarmes. Ils envoient quelqu'un pour aider. Nous allons en finir avec ça, Espoir. Je vous le promets. » J'ai jeté mes bras autour de son cou sans prévenir, le serrant si fort que j'arrivais à peine à respirer. Julien m'a tenu tout aussi fort, enfouissant son visage dans mes cheveux. Et pendant un instant, il a oublié Pierre Lacroix, les avis de recherche et tout le reste, sauf la femme dans ses bras. « Attendez, je dois faire une pause ici. » Toute cette histoire, c'était tellement étrange, irréel même, de la raconter ainsi des années plus tard. Je me suis retrouvé dans une situation que personne n'aurait pu imaginer, à la merci d'un homme que je fuyais et de la gentillesse inattendue d'un autre. Quand Julien m'a parlé de ce plan des gendarmes, de l'idée de m'utiliser comme appât, mon cœur s'est glacé
C'était une horreur. Personne ne devrait être réduit à cela, pas après tout ce que j'avais traversé. C'était le genre de choses que l'on lit dans les romans à sensation, pas ce qui arrive à de vraies personnes. Pourtant, là, au cœur de cette petite ville, c'était notre réalité. Ça m'a fait douter, vous savez, douter de ma propre valeur, de l'idée même que je puisse mériter la liberté. C'est facile de dire il faut s'échapper, mais quand on est pris au piège, chaque porte est une illusion. Mais Julien, il a changé la donne. Il n'a pas laissé le pragmatisme les aveugler sur mon humanité. Il m'a rappelé que j'étais une personne, pas un outil. C'était ça, la vraie force, la vraie grandeur, une leçon que je n'oublierai jamais. Les gendarmes sont arrivés 5 jours plus tard, deux hommes aux yeux durs, d'une trentaine d'années, qui en avaient vu plus que leur part de problèmes. Ils ont écouté le rapport de Julien, ont examiné les preuves de mes blessures, qui avaient été documentées par le médecin de la ville, et ont déclaré qu'ils s'occuperaient de la situation. Nous traquons la croix depuis près de 2 ans, a dit le gendarme le plus grand, capitaine Moreau. Il bouge beaucoup, ne reste jamais assez longtemps au même endroit pour que nous puissions le coincer. Mais s'il est obsédé par l'idée de récupérer cette femme, cela nous donne un avantage. Nous pourrions l'utiliser comme appât. Absolument pas, a dit Julien immédiatement. Vous ne la mettrez pas en danger. C'est peut-être le seul moyen de le faire sortir. Adjoint. Nous la garderions en sécurité, bien sûr. J'ai dit non. Trouvez un autre moyen. Le capitaine Moreau a échangé un regard avec son partenaire. Vous avez des sentiments personnels pour cette femme? Ça ne vous regarde pas. Si ça obscurcit votre jugement, si. Julien a fait un pas en avant, la mâchoire serrée. Mon jugement est excellent. Ce qui n'est pas excellent, c'est d'utiliser une femme terrorisée comme appât pour un tueur. Vous voulez la croix, allez le traquer comme vous l'avez fait jusqu'à présent. Mais laissez-la en dehors de ça. Le deuxième gendarme, un homme plus trapu nommé Lieutenant Bernard, a levé les mains. D'accord, personne n'utilisera personne comme appât. Nous ferons les choses correctement. Nous mettrons en place un périmètre autour de Saint-Flour-sur-Dordogne, surveillerons toutes les approches et attendrons que Lacroix fasse son coup. Parce qu'il fera un coup. Les hommes comme lui le font toujours. Bien, a dit Julien, se détendant légèrement. Alors laissez-moi aider. Je connais cette ville mieux que quiconque. Je peux vous indiquer les meilleurs endroits à surveiller. Ils ont passé les 2 heures suivantes à planifier, à cartographier Saint-Flour-sur-Dordogne et le territoire environnant, à décider où positionner les guetteurs et comment se coordonner si Pierre et ses hommes revenaient. Au moment où ils ont terminé, Julien se sentait légèrement mieux face à la situation. Les gendarmes utilisaient peut-être mon arrivée pour attraper la croix, mais au moins ils le faisaient avec des précautions appropriées. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait dans un flamboyant mélange d'orange et de rouge, Julien m'a retrouvé dans le jardin. J'avais pris l'habitude d'y passer du temps, y trouvant la paix parmi les tomates, les haricots et les courges. Quand je l'ai vu arriver, j'ai posé mon arrosoir et j'ai attendu, mon expression interrogative. « Les gendarmes ont un plan », m'a dit Julien. « Ils vont attraper Pierre. Ça va être bientôt fini. » J'ai tendu la main vers mon papier et mon crayon toujours présent. « Quand bientôt? Ça pourrait prendre des jours, ça pourrait prendre des semaines, mais ils sont bons dans ce qu'ils font. Je leur fais confiance. » J'ai hoché la tête lentement, puis j'ai écrit. « J'ai peur. Je sais, mais vous êtes la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. Vous avez fui, vous avez survécu et vous êtes toujours là, à vous battre. Ça demande un courage que la plupart des gens n'ont pas. » J'ai secoué la tête, écrivant rapidement. « Je ne suis encore là que grâce à vous. Vous m'avez sauvé. » « Nous nous sommes sauvés l'un l'autre, » a dit Julien doucement. Il a tendu la main et a glissé une mèche de cheveux derrière mon oreille, un geste qui semblait à la fois intime et naturel. Ces dernières semaines, en apprenant à vous connaître, même sans mots, vous m'avez rappelé pourquoi je suis devenu un homme de loi en premier lieu.
Pas seulement pour faire appliquer la loi, mais pour protéger les gens qui ont besoin de protection, pour faire une différence. Vous m'avez redonné ça. Mes yeux ont brillé de larmes, mais je souriais. J'ai posé mon crayon et j'ai pris sa main, mes doigts s'entrelaçant avec les siens. Nous sommes restés ainsi, immobiles, alors que la dernière lumière s'éteignait du ciel et que les premières étoiles apparaissaient, connectées par le toucher et par quelque chose de plus profond que les mots ne pouvaient exprimer. Le 43e jour, j'ai écrit à Julien une note qui disait « Demain, cela fera 7 semaines depuis mon arrivée. Vous avez dit que vous m'appelleriez Espoir jusqu'à ce que je vous dise mon nom. » Julien a lu la note 3 fois, son cœur se mettant soudain à battre la chamade. « Vous êtes prête à me dire votre nom? » J'ai hoché la tête, puis j'ai pris mon crayon d'une main tremblante. Mais avant que je ne puisse écrire, un cri a retenti depuis les abords de la ville. La tête de Julien s'est tournée vers le son, sa main allant automatiquement à son arme. « Restez ici, m'a-t-il ordonné, se dirigeant déjà vers l'agitation. « Enfermez-vous dans votre chambre et ne sortez pas avant mon retour. » Il a couru dans la rue pour trouver l'un des guetteurs des gendarmes, trébuchant vers la ville, du sang coulant d'une blessure à la tête. « Ils arrivent » a haleté l'homme. La Croix et peut-être 6 ou 7 autres. Ils nous ont pris par surprise. Venaient du sud. Bernard est tombé. Je ne sais pas à quel point. Le sang de Julien s'est glacé. À quelle distance? 10 minutes, peut-être moins. Allez chez le docteur, je vais donner l'alerte. Les minutes suivantes ont été le chaos. Julien a sonné la cloche de l'église, le signal convenu pour le danger, et des hommes armés ont commencé à sortir des bâtiments. Le capitaine Moreau est apparu, fusil à la main, le visage sombre. « Où voulez-vous que nous nous postions ?» a-t-il demandé à Julien. « Rue principale. Nous nous y tenons, à découvert, où nous avons l'avantage du nombre. Combien d'hommes pouvez-vous envoyer? » « Tous. Bernard est blessé. Justement, ils ont acheté des bébés blessés, mais il peut encore tirer. Ça fait 8 gendarmes plus autant d'habitants qui se tiendront avec nous. Environ 20, je pense. Peut-être plus. » Julien a regardé autour de lui les visages qui se rassemblaient dans la lumière du crépuscule. Ce n'étaient pas des soldats, juste des gens ordinaires, des commerçants, des agriculteurs et des artisans. Mais c'était Saint-Flour sur Dordogne et ils se battraient pour l'un des leurs. « D'accord, dispersez-vous dans la rue principale. Couvrez les bâtiments. Si les tirs commencent, visez les chevaux en premier. Faites-les descendre. Forcez-les à se battre à nos conditions. » Les hommes se sont mis en position avec une efficacité surprenante. Julien a pris sa place au centre de la rue, son cœur martelant mais sa main ferme. Il s'était entraîné pour ça. S'était préparé pour ça, mais ça n'avait jamais semblé aussi personnel auparavant. Puis, je l'ai vu. Je courais vers lui et son cœur a failli s'arrêter. « Qu'est-ce que vous faites ?» a-t-il crié. « Je vous ai dit de rester à l'intérieur. » J'ai secoué la tête frénétiquement, refusant de m'arrêter jusqu'à ce que je l'ai atteint. Dans ma main, je tenais un morceau de papier que je lui ai tendu. Julien l'a pris, ses mains tremblant maintenant aussi. Dessus, dans ma calligraphie soignée, était écrit « Mon nom est Marie Lebrun. J'avais besoin que vous le sachiez avant. »« Avant rien, » a interrompu Julien, me saisissant les épaules. « Marie, c'est un beau nom, mais vous devez partir d'ici tout de suite, s'il vous plaît. »« Elle a raison de vous le dire, » a dit Madame Leclerc, apparaissant à côté de Julien, son fusil de chasse en main. « Si quelque chose arrive, vous devriez savoir pour qui vous vous battez. »« Rien ne va arriver, » a dit Julien avec férocité. « Personne ne meurt aujourd'hui, sauf peut-être Pierre Lacroix, s'il est assez fou pour me défier. » Le tonnerre des sabots a annoncé l'arrivée de la bande de Pierre avant même qu'il n'apparaisse. 8 cavaliers, tous armés, tous avec le regard dur des hommes habitués à la violence. Pierre montait en tête, son visage cicatrisé, tordu de rage. Ils se sont arrêtés court en voyant la foule armée qui les attendait. « Eh bien, a dit Pierre, sa voix portant à travers la rue. « On dirait que toute la ville est sortie pour nous saluer. Comme c'est amical. » « Dernière chance, Lacroix, »
a appelé le capitaine Moreau. Vous êtes encerclés et en infériorité numérique. Rendez-vous maintenant et vous aurez un procès équitable. Je ne suis pas venu pour un procès. Je suis venu pour ce qui m'appartient. Les yeux de Pierre m'ont trouvé là où je me tenais, à côté de Julien. Te voilà, chérie, il est temps de rentrer à la maison. Elle ne va nulle part avec vous, a dit Julien, s'avançant devant moi. Son nom est Marie Lebrun, et elle est sous la protection de la loi. Si vous voulez l'atteindre, vous devrez passer par moi. Cela peut être arrangé, a dit Pierre, et il a tendu la main vers son arme. Tout s'est passé en même temps. Pierre a dégainé, Julien a dégainé plus vite, et le claquement des coups de feu a déchiré l'air du soir. Julien a senti quelque chose brûler son bras gauche, mais l'a ignoré, se concentrant uniquement sur sa cible. Son tir a touché Pierre à l'épaule, le faisant pivoter à moitié sur sa selle. Des tirs de riposte ont éclaté des gendarmes et des habitants de la ville. Un barrage assourdissant qui a envoyé les hommes de Pierre chercher un abri. La bataille a été brève mais intense. 2 des hommes de Pierre sont tombés dès la première salve, leurs chevaux s'enfuyant. Les autres ont riposté, des balles sifflant dans l'air et s'enfonçant dans les bâtiments. Julien a entendu du verre se briser quelque part derrière lui. Un homme a crié. Un autre cheval est tombé, se débattant dans la poussière. À travers tout cela, Julien s'est maintenu entre moi et les assaillants, tirant méthodiquement, chaque coup comptant. À côté de lui, le fusil de chasse de Madame Leclerc a rugi comme le tonnerre. Le capitaine Moreau s'est déplacé dans le chaos comme un prédateur, son fusil parlant avec une précision mortelle. C'était terminé en moins de 2 minutes. 5 des hommes de Pierre gisaient morts ou blessés dans la rue. 2 s'étaient enfuis à cheval, disparaissant dans l'obscurité grandissante, et Pierre Lacroix lui-même était à genoux dans la poussière, le sang coulant de son épaule, son arme gisant inutile à 1 mètre de lui. Julien s'est avancé lentement, son propre pistolet ne faiblissant jamais. « C'est fini, Lacroix. Vous êtes fini. » Pierre a levé les yeux vers lui avec des yeux remplis de haine. « C'est ma femme, vous n'avez pas le droit. »« Elle était votre prisonnière, » a interrompu Julien. « Il y a une différence et maintenant, vous allez pendre pour meurtre et elle va être libre. » Le capitaine Moreau s'est avancé et a tiré Pierre sur ses pieds, sans ménagement, lui passant les fers au poignet. « Pierre Lacroix, je vous arrête pour meurtre, agression et une douzaine d'autres chefs d'accusation. Vous serez transféré à Bordeaux pour votre procès. » Pierre a craché dans la poussière mais n'a rien dit de plus. Le combat avait quitté son être, remplacé par la morne réalisation que son règne de terreur était terminé. Julien s'est tourné pour me trouver debout là où il m'avait laissé, des larmes coulant sur mon visage. Il a rengainé son arme et s'est dirigé vers moi, et je me suis jeté dans ses bras avec assez de force pour le faire chanceler. « C'est fini », a-t-il murmuré dans mes cheveux. « C'est vraiment fini. Vous êtes en sécurité maintenant, Marie. » Je me suis reculé juste assez pour regarder son visage, et puis j'ai fait quelque chose qui l'a choqué jusqu'au plus profond de lui. J'ai parlé, ma voix rauque et douce après des semaines de non-usage, mais claire comme une cloche. « Merci, ai-je murmuré. Merci, Julien. » Le son de ma voix prononçant son nom était la plus belle chose qu'il ait jamais entendue. Julien a encadré mon visage de ses mains, conscient du sang sur son bras, mais incapable de se retenir. « Répétez, s'il vous plaît. »« Julien, ai-je dit, et j'ai souri à travers mes larmes. « Julien Dubois, je crois que je vous aime. » Il m'a embrassé alors, là, au milieu de la rue principale, sous le regard de la ville et les corps encore chauds dans la poussière. Ce n'était pas convenable, pas même à distance appropriée, mais Julien ne s'en souciait pas. Il m'a embrassé comme si j'étais la dernière bonne chose au monde. Et je l'ai embrassé en retour comme s'il m'avait sauvé la vie, ce qu'il avait, je suppose. Les conséquences ont pris des jours à régler. Les blessés ont été soignés, les morts enterrés, et Pierre Lacroix a été transporté à Bordeaux sous haute garde. Les gendarmes sont restés à Saint-Flour-sur-Dordogne
pendant une semaine, prenant des dépositions et remplissant des rapports. Et à travers tout cela, Julien et moi étions inséparables. J'ai commencé à parler plus lentement au début, ma voix retrouvant de la force chaque jour. Je lui ai raconté mon histoire par fragments. Mon enfance en Basse-Normandie, comment Pierre m'avait courtisé quand j'avais 18 ans et que je l'avais trouvé charmant jusqu'à ce que nous soyons mariés. La première fois qu'il m'avait frappé et la seconde et la centième. Comment ma sœur Clara avait essayé de m'aider à m'échapper et comment Pierre les avait trouvés sur la route et avait tiré sur Clara, la tuant sous mes yeux. J'ai couru, ai-je dit un soir alors que nous étions assis sur le porche de Madame Leclerc. J'ai couru pendant des jours, volant de la nourriture, me cachant dans des granges, terrifié à chaque instant qu'il me trouve. Et puis je suis tombé sur Saint-Flour sur Dordogne, et vous étiez là. Et je ne savais pas si je pouvais vous faire confiance. Je ne savais pas si je pouvais faire confiance à qui que ce soit. Jamais plus. Julien m'a pris la main, ses doigts s'entrelaçant avec les miens. Mais vous m'avez fait confiance, finalement. Vous m'avez donné un nom quand je ne pouvais pas vous donner le mien. Vous m'avez donné de l'espoir quand il ne m'en restait plus. Comment aurais-je pu ne pas vous faire confiance, Marie? Il a dit doucement. C'est qui vous êtes vraiment? Pas espoir, pas une femme en fuite. Marie Lebrun, ça vous va bien. J'ai posé ma tête sur son épaule. J'aime quand vous le dites. Ça me fait me sentir réel à nouveau. Vous êtes réel. Vous êtes la chose la plus réelle de ma vie. Nous nous sommes assis dans un silence confortable, regardant le soleil peindre le ciel de la Dordogne de nuances d'or et de carmin. Saint-Flour sur Dordogne avait retrouvé ses rythmes normaux, l'excitation de la bataille s'estompant pour devenir légende, comme c'était toujours le cas. Mais pour Julien et moi, rien ne serait jamais tout à fait pareil. Le 50e jour depuis mon arrivée, Julien m'a emmené dîner à l'hôtel de Saint-Flour, le plus chic établissement de la ville. Il portait son plus beau costume, et j'avais une nouvelle robe d'un bleu profond qui donnait à mes yeux la couleur du ciel avant un orage. Nous avons mangé du steak, des pommes de terre et de la tarte aux pommes. Et Julien m'a raconté des histoires de son enfance qui m'ont fait rire, un son que j'ai découvert aimer plus que tout. Après le dîner, nous avons marché le long des rives de la Serre, l'eau sombre et lisse sous la lune montante. Le bras de Julien était toujours bandé à cause de la blessure par balle, mais ça ne lui faisait presque plus mal. Un petit prix à payer, pensait-il, pour tout ce que nous avions gagné. « J'ai eu des nouvelles des gendarmes aujourd'hui, » a dit Julien alors que nous marchions. « Le procès de Pierre est fixé au mois prochain. Ils veulent que vous témoigniez. » Mon pas a ralenti et je l'ai senti se tendre à côté de moi. Est-ce que je devrais le voir? Oui, mais je serai là avec vous. Et quand ce sera fini, quand il sera condamné, vous serez libre. Vraiment, vraiment libre. Sa revendication sur vous sera dissoute et vous pourrez commencer une nouvelle vie. J'ai déjà commencé une nouvelle vie, ai-je dit doucement. Ici, à Saint-Flour sur Dordogne, avec vous. Julien a cessé de marcher et s'est tourné vers moi. Marie, je sais que nous ne nous connaissons pas depuis longtemps, juste 7 semaines, en réalité, mais je n'ai jamais été aussi certain de quoi que ce soit dans ma vie. Je veux un avenir avec vous. Je veux me réveiller chaque matin en sachant que vous êtes en sécurité et heureuse. Je veux construire une vie ensemble si vous voulez de moi. Mes yeux se sont écarquillés et ma main a volé à ma bouche. Julien, vous ne... Pas encore, a-t-il dit avec un sourire. Je fais ça comme il faut. Rappelez-vous, d'abord vous témoignez et vous vous libérez légalement de Pierre. Ensuite, je vous courtise comme il faut, avec des fleurs et tout. Et puis, si vous voulez toujours de moi après tout ça, je vous demanderai de m'épouser. C'est mon plan, en tout cas. Qu'en pensez-vous? J'ai ri, le son clair et lumineux dans l'air nocturne. Je pense que c'est un plan merveilleux. Je pense que vous êtes merveilleux. Et je pense que je ne veux pas attendre. Attendre quoi? Que vous me le demandiez correctement. J'ai pris ses 2 mains dans les miennes, les serrant fort. Julien Dubois, voulez-vous m'épouser?
Voulez-vous me laisser être votre femme? Laissez-moi me tenir à vos côtés. Laissez-moi vous aimer comme vous m'avez aimé. » Julien a senti sa gorge se serrer d'émotion. « Marie, vous êtes censée me laisser vous le demander. J'ai passé 7 semaines incapable de parler, incapable de vous dire ce que je ressentais. Je n'attends plus. » Ma voix était féroce, passionnée, vivante. « Alors je vous demande, voulez-vous m'épouser? » Il m'a serré contre lui et m'a embrassé longuement et profondément. Et quand nous nous sommes enfin séparés, tous les deux essoufflés, il a posé son front contre le mien. « Oui, oui, 1000 fois, oui, mais nous allons quand même faire ça comme il faut. Nous attendrons la fin du procès, jusqu'à ce que vous soyez libre et clair, et ensuite nous aurons le plus grand mariage que Saint-Flour-sur-Dordogne n'ait jamais vu. D'accord? » « D'accord, » ai-je murmuré, et je l'ai embrassé à nouveau. Le procès a eu lieu à Bordeaux fin septembre 1878, et c'était tout ce que Julien avait craint. J'ai dû m'asseoir à la barre et raconter chaque chose horrible que Pierre m'avait faite. J'ai dû lui faire face de l'autre côté du tribunal pendant qu'il me fixait de ses yeux froids et morts. Mais j'étais courageuse, si incroyablement courageuse, et mon témoignage était clair et accablant. Quand le procureur m'a demandé pourquoi je n'étais pas parti plus tôt, j'ai regardé directement Pierre et j'ai dit « Parce qu'il m'a dit qu'il me tuerait si j'essayais. Et il a tué ma sœur pour prouver qu'il le pensait. Mais je n'ai plus peur. Il ne me possède pas. Il ne l'a jamais fait. » Le jury a délibéré moins d'1 heure. Pierre Lacroix a été reconnu coupable de meurtre et condamné à la pendaison. Alors que le verdict était lu, il s'est jeté vers moi, hurlant des obscénités, mais les huissiers l'ont attrapé avant qu'il ne puisse s'approcher. Julien était là en un instant de toute façon, se plaçant entre moi et l'homme qui m'avait terrorisé, et Pierre a été traîné hors de la salle d'audience, toujours enragé devant le palais de justice. Je me suis effondré dans les bras de Julien et j'ai pleuré. Des sanglots profonds de soulagement, de chagrin et de libération. Il m'a tenu à travers tout cela, murmurant des mots de réconfort. Et quand je me suis enfin calmé, il a soulevé mon visage pour me regarder. « C'est fini maintenant. Vraiment, vraiment fini. Il ne pourra plus jamais vous faire de mal. »« Je sais, » ai-je dit, ma voix altérée par les larmes. « Je sais, et je suis libre, vraiment libre. »« Alors, que voulez-vous faire de votre liberté? » J'ai souri, et c'était comme le soleil qui apparaît après une tempête. « Je veux rentrer chez moi à Saint-Flour-sur-Dordogne, et je veux vous épouser. » Ils sont rentrés à Saint-Flour-sur-Dordogne en héros. Toute la ville est venue les accueillir, et Madame Leclerc a organisé une fête à la pension qui a duré une bonne partie de la nuit. Julien et Marie étaient au milieu de tout cela, entourés d'amis devenus une famille. Et pour la première fois de sa vie d'adulte, Julien s'est senti complètement, absolument heureux. 3 semaines plus tard, ils se sont mariés à l'église communautaire de Saint-Flour. Marie portait une robe de dentelle blanche que Madame Leclerc l'avait aidé à coudre, et Julien portait son plus beau costume, son insigne poli à la perfection. Le capitaine Moreau est venu de Bordeaux pour être son témoin, et Madame Leclerc s'est tenue comme la dame d'honneur de Marie. La moitié de la ville a rempli l'église, et l'autre moitié se tenait dehors, essayant de jeter un coup d'œil à travers les fenêtres. Quand le révérend a demandé si Julien prenait Marie pour sa femme légitimement mariée, la voix de Julien a retenti claire et forte. « Oui, absolument oui. » Et quand la même question a été posée à Marie, elle a regardé Julien avec des yeux pleins d'amour et a dit « Oui, de tout mon cœur, oui. » Le baiser qui a scellé leur union a suscité des acclamations de la congrégation. Et alors qu'ils redescendaient l'allée, Julien s'est senti l'homme le plus chanceux de la Dordogne. Ils ont emménagé dans une petite maison à la périphérie de Saint-Flour-sur-Dordogne. Une cabane de 2 pièces que Julien avait rénovée en secret pendant des semaines. Ce n'était pas grand-chose, mais elle avait un bon poêle et un toit solide, et Marie l'a déclarée parfaite. Elle a planté un jardin dans la cour, faisant pousser des tomates,
des haricots et des fleurs, et Julien lui a construit un poulailler pour qu'ils aient des œufs frais. La vie s'est installée dans un rythme confortable. Julien a continué son travail d'adjoint du Marshall et Marie a aidé Madame Leclerc à la pension quand elle en avait envie, bien qu'elle n'eût plus besoin de l'argent. Le soir, ils s'asseyaient sur leur porche et regardaient le coucher de soleil, parlant de leur journée, faisant des projets pour l'avenir. « Je veux des enfants », a dit Marie un soir, environ 6 mois après leur mariage. « Est-ce stupide, étant donné tout ce qui s'est passé? » Julien l'a serré plus près, passant son bras autour de ses épaules. « Ce n'est pas stupide du tout. Vous seriez une mère incroyable. »« J'ai peur parfois, a-t-elle admis. Peur de voir Pierre dans le visage de chaque étranger. Peur de me réveiller et de découvrir que tout cela n'était qu'un rêve et que je suis toujours piégé. Mais vous ne vous réveillez pas dans un cauchemar. Vous vous réveillez auprès de moi et à Saint-Flour-sur-Dordogne et à une vie qui est la vôtre, à vivre comme vous le souhaitez. » Il a embrassé le sommet de sa tête. « Et pour ce que ça vaut, j'adorerais avoir des enfants avec vous, une maison pleine si vous le voulez. » Marie a ri. « Commençons par un et voyons comment ça se passe. » Leur premier enfant, un fils, est né au printemps 1880. Ils l'ont nommé Antoine d'après le père de Julien, et il avait les cheveux roux de sa mère et la mâchoire forte de son père. Julien a tenu son fils pour la première fois et a senti son monde entier basculer sur son axe. Cet humain minuscule et parfait était le sien à protéger, le sien à aimer, le sien à élever pour en faire un homme bon. Marie était une mère naturelle, patiente et aimante, bien qu'elle avouait être terrifiée la moitié du temps. « Je n'ai aucune idée de ce que je fais », a-t-elle confié à Julien une nuit sans sommeil quand Antoine ne voulait pas arrêter de pleurer. « Aucun de nous ne le sait », l'a rassuré Julien, faisant rebondir le bébé dans ses bras. « Nous faisons de notre mieux et espérons que c'est suffisant. »« Votre mieux est toujours plus que suffisant », a dit Marie, le regardant avec des yeux doux. « Vous m'avez sauvé la vie, Julien Dubois. Et maintenant, vous m'avez donné une famille. Je n'aurais jamais cru avoir ça. Vous le méritez tout, a dit Julien, chaque parcelle de bonheur au monde. » À mesure qu'Antoine passait de bébé à bambin, Marie a commencé à parler davantage de son passé, de la sœur qu'elle avait perdue et de la vie qu'elle avait fuie. Elle a commencé à écrire des lettres à Clara, des messages qu'elle n'enverrait jamais, mais qui l'aidaient à gérer son chagrin. Julien les lisait parfois quand elle le lui demandait et s'émerveillait de la force de la femme qu'il avait épousée. Lors de leur 3e anniversaire de mariage, Julien a surpris Marie avec un voyage à La Rochelle. Ils ont laissé Antoine avec Madame Leclerc, qui était devenue une grand-mère gaga, et ont pris le train vers le sud, vers la côte atlantique. Marie n'avait jamais vu l'océan, et quand elle s'est tenue sur la plage pour la première fois, le vent fouettant ses cheveux et les vagues se brisant à ses pieds, elle a pleuré de joie. « C'est si grand », a-t-elle soufflé, « si infini. » Julien se tenait derrière elle, ses bras enroulés autour de sa taille, comme la possibilité, comme l'avenir. Elle s'est tournée dans ses bras et l'a embrassé. « Merci de me montrer ça. Merci de me montrer que le monde peut être beau à nouveau. » « Le monde a toujours été beau hier, » a dit Julien. « Vous aviez juste besoin d'être libre pour le voir. » Ils ont passé 3 jours à La Rochelle, marchant sur la plage, mangeant des fruits de mer frais et séjournant dans un hôtel qui surplombait l'eau. C'était de la plus longue période qu'ils avaient passée seuls depuis leur mariage, et ils en ont profité au maximum, se reconnectant d'une manière qui les a laissés tous les deux essoufflés et joyeux. Lors du trajet en train de retour à Saint-Flour-sur-Dordogne, Marie a posé sa tête sur l'épaule de Julien et a dit « Je crois que je suis à nouveau enceinte. » Le cœur de Julien a bondi. « Vraiment? À quel point êtes-vous sûr? »« Assez sûr. Je ressens la même chose que pour Antoine. » Elle lui a souri. « Êtes-vous heureux? »« Heureux, Marie. Je suis aux anges. Je vais être père à nouveau. » Il a embrassé son front, ses joues,
ses lèvres. Vous êtes incroyable. Vous le savez, absolument incroyable. Leur deuxième enfant, une fille, est née début de 1883. Ils l'ont nommée Sophie, d'après ma sœur, Clara. Non, je voulais dire, d'après ma sœur Clara. Mais le prénom Sophie me semble plus approprié ici. C'était ma façon de lui rendre hommage, même si elle n'avait jamais pu connaître cette nouvelle vie. Elle avait les yeux gris de sa mère et un tempérament qu'on ne pouvait décrire que comme féroce. Dès sa naissance, Sophie savait ce qu'elle voulait et n'avait pas peur de le réclamer. Elle va être un problème, a dit Julien avec tendresse, regardant sa fille s'agripper à son doigt avec une force surprenante. Elle va être extraordinaire, a corrigé Marie, tout comme sa tante l'aurait été. Élever deux enfants pendant que Julien travaillait comme adjoint du Marshall était difficile, mais il s'en sortait. Saint-Flour-sur-Dordogne avait considérablement grandi depuis l'arrivée de Marie, et avec la croissance sont venus de nouveaux problèmes. Julien traitait de plus en plus de cas de vol, de violence et d'anarchie générale. Mais peu importe la dureté de sa journée, il rentrait toujours chez Marie et leurs enfants, et cela rendait tout cela valable. Un soir de 1885, quand Antoine avait 5 ans et Sophie 2, Julien est rentré chez lui et a trouvé Marie assise à la table de la cuisine avec une lettre dans les mains. Elle pleurait, mais quand elle l'a regardée, elle souriait. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé Julien, allant immédiatement à ses côtés. « C'est du bureau du préfet », a dit Marie, levant la lettre. « Ils m'ont officiellement pardonné. Ils ont effacé toute trace de mon mariage avec Pierre, m'ont déclaré innocente de toute faute. C'est comme si ça n'était jamais arrivé, légalement parlant. » Julien a pris la lettre et l'a lue lui-même, ses yeux parcourant le langage officiel. « Marie, c'est merveilleux. Cela signifie que vous êtes vraiment libre de toutes les manières possibles. »« Je sais. Elle a essuyé ses larmes. Je pensais que j'étais déjà libre, mais le voir par écrit, voir le gouvernement reconnaître ce qu'il m'a fait, c'est différent. C'est définitif. Julien l'a serrée dans ses bras, la tenant fort. Vous êtes libre. Vous êtes en sécurité. Vous êtes aimé et vous êtes chez vous. Chez moi, elle a répété Marie, les mots doux et respectueux sur ses lèvres. Oui, c'est ma maison. À mesure que les années passaient, Saint-Flour-sur-Dordogne a continué de croître et de changer. La ville frontière sauvage de la jeunesse de Julien s'est progressivement transformée en une véritable ville avec des écoles, des églises et des entreprises. Le chemin de fer avait apporté de nouvelles personnes et de nouvelles opportunités, et Julien s'est retrouvé à gérer moins de hors-la-loi et plus de litiges fonciers et d'affaires commerciales. En 1897, on lui a offert le poste de shérif lorsque le shérif précédent a pris sa retraite. Julien en a discuté avec Marie pendant des semaines avant d'accepter. La promotion signifiait plus de responsabilités, plus de dangers, mais aussi plus de capacité à façonner Saint-Flour-sur-Dordogne en le genre d'endroit où leurs enfants pourraient grandir en sécurité. « Je fais confiance à votre jugement », lui a dit Marie. « Vous avez toujours fait ce qui était juste, et Saint-Flour-sur-Dordogne a besoin de quelqu'un comme vous à la tête de ses forces de l'ordre. » En tant que shérif, Julien a mis en œuvre de nouvelles politiques et procédures, a formé de nouveaux adjoints et a travaillé pour faire de Saint-Flour-sur-Dordogne l'une des villes les plus sûres de la Dordogne. Il n'a jamais oublié pourquoi il portait l'insigne. Il n'a jamais oublié la femme terrifiée qui était tombée dans la ville 9 ans plus tôt, incapable même de dire son nom. Ce souvenir le poussait à protéger les vulnérables, à faire face aux intimidateurs et aux tyrans, à faire de Saint-Flour-sur-Dordogne un endroit où quelqu'un comme Marie pourrait trouver refuge. Leur famille a continué de s'agrandir. Un troisième enfant, un autre fils, est né en Bivoca-Pendlewood. Ils l'ont nommé Thomas, et il était le plus facile à vivre de leurs enfants, content de trottiner après ses frères et sœurs aînés et de jouer tranquillement avec ses jouets. Marie a dit qu'il avait le tempérament de Julien, stable et fiable. En 1890, Antoine avait 10 ans, Sophie 7 et Thomas 2. La petite cabane était devenue trop petite pour leur famille grandissante. Alors Julien leur a construit une vraie maison avec 4 chambres,
Un salon et une cuisine assez grande pour que Marie puisse cuisiner pour toute la ville si elle le voulait. Il l'a construite de ses propres mains, travaillant les week-ends et les soirs. Et quand elle a été terminée, Marie a pleuré de bonheur. Regardez ce que nous avons construit, a-t-elle dit, debout dans le salon vide, regardant autour d'elle. Un foyer, une vraie maison avec des enfants, de l'amour et de l'espoir pour l'avenir. Quand j'ai fui à Saint-Flour-sur-Dordogne il y a 12 ans, je n'aurais jamais pu imaginer cela. Julien l'a serré dans ses bras par derrière, posant son menton sur son épaule. Vous l'avez imaginé, vous n'y avez simplement pas cru possible. Mais vous avez été assez courageuse pour le chercher quand même. Nous avons été courageux ensemble, a corrigé Marie. Elle s'est tournée dans ses bras pour lui faire face. Vous auriez pu me renvoyer ce premier jour. Vous auriez pu refuser de m'aider, mais vous ne l'avez pas fait. Vous m'avez donné de l'espoir quand je n'en avais plus, et vous n'avez jamais abandonné. Comment aurais-je pu vous abandonner? A demandé Julien doucement. Vous êtes la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Ils se sont embrassés dans le salon vide de leur nouvelle maison, entourés par la promesse de la vie qu'ils y construiraient. Et dehors, le soleil de la Dordogne flamboyait sur Saint-Flour-sur-Dordogne, sur la ville qui était devenue leur sanctuaire et leur foyer. Alors que les années se transformèrent en décennies, Julien et Marie sont devenus des figures incontournables de Saint-Flour-sur-Dordogne. Tout le monde connaissait le shérif Dubois et sa femme, connaissait l'histoire de leur rencontre, les connaissait comme des gens qui aideraient en quiconque en avait besoin. Marie a lancé un programme pour aider les femmes fuyant des situations dangereuses, leur offrant un abri et un soutien, tout comme Saint-Flour-sur-Dordogne lui avait offert un abri toutes ces années auparavant. Julien s'assurait que le bureau du shérif prenait ces cas au sérieux, qu'aucune femme qui venait à eux pour obtenir de l'aide ne serait renvoyée. Antoine est devenu un jeune homme sérieux et réfléchi qui voulait être avocat. Sophie était toujours aussi féroce, parlant de devenir médecin, peu importait que la plupart des gens disent que les femmes ne pouvaient pas être médecins. Et Thomas suivait son père partout où c'était possible, déclarant qu'il serait shérif un jour aussi. Leur 20e anniversaire en 1898, Julien et Marie ont organisé une fête chez eux qui a réuni la moitié de Saint-Flour-sur-Dordogne. Madame Leclerc était là, toujours alerte à 70 ans, racontant à quiconque voulait l'écouter l'histoire de la façon dont elle avait accueilli une femme mystérieuse et silencieuse toutes ces années auparavant. Le capitaine Moreau est venu de Bordeaux avec sa femme et ils ont trinqué aux vieilles amitiés et aux nouveaux départs. Alors que la fête s'éteignait et que les derniers invités partaient, Julien et Marie se tenaient sur leur porche et regardaient le soleil se coucher sur Saint-Flour-sur-Dordogne. La ville avait tellement changé par rapport au campement frontière poussiéreux que Julien avait connu en tant que jeune adjoint, mais l'essentiel restait le même. C'était toujours un endroit où les gens prenaient soin les uns des autres, où les étrangers pouvaient devenir une famille, où l'espoir pouvait fleurir même dans le désert le plus rude. « Je t'aime », a dit Marie soudainement, prenant la main de Julien. « Je ne le dis pas assez, mais c'est vrai. Je t'aime plus que je ne pourrais jamais l'exprimer. »« Je sais », a dit Julien, serrant sa main. « J'ai toujours su et je t'aime tout autant. Tu es mon cœur, Marie. Tu l'as toujours été. » Elle s'est appuyée contre lui et ils sont restés ainsi tandis que le ciel passait de l'or au violet puis au bleu profond. Quelque part au loin, un sifflet de train a retenti. Un chien a aboyé. Des enfants ont ri. Les sons ordinaires de la vie à Saint-Flour-sur-Dordogne, de la maison. « Tu penses jamais à ce premier jour ?» a demandé Marie. « Quand je suis tombée dans la ville et que je ne pouvais pas te dire mon nom. »« Tout le temps, » a admis Julien. « Je pense à quel point tu avais l'air effrayée, à quel point tu étais courageuse, même dans ta terreur. Je pense à la façon dont j'ai décidé de t'appeler Espoir et à la façon dont cela semblait te donner quelque chose à quoi te raccrocher. Ça l'a fait, ça m'a tout donné. » Marie s'est reculée pour le regarder, ses yeux gris brillants dans la lumière déclinante. « Tu m'as rendu ma voix, Julien. Tu m'as rendu ma vie.
Et je passerai chaque jour qu'il nous reste à m'assurer que tu saches à quel point je suis reconnaissante. Tu ne me dois pas de gratitude. Tu ne l'as jamais fait. Tout ce que j'ai fait, c'est ce que tout homme décent ferait. Non, a dit Marie fermement. Ce que tu as fait était extraordinaire. Tu as vu une personne dans le besoin et tu l'as aidée, sans poser de questions, sans condition. Ce n'est pas courant, Julien. C'est rare et précieux, et c'est exactement pourquoi je suis tombée amoureuse de toi. Julien a encadré son visage de ses mains, de la même manière qu'il l'avait fait le jour où elle avait prononcé son nom pour la première fois, et l'a embrassée avec tout l'amour et la dévotion qu'il avait ressenti pour elle chaque jour de leurs 20 ans ensemble. Quand ils se sont séparés, tous les deux souriaient. « Viens, a dit Julien, lui prenant la main. « Rentrons. Notre famille nous attend. » Ils sont entrés ensemble dans leur maison, dans la lumière chaude et le joyeux chaos des voix de leurs enfants, dans la vie qu'ils avaient bâtie à partir de l'espoir, du courage et de l'amour. Et alors que la porte se refermait derrière eux, Saint-Flour-sur-Dordogne s'est installé dans la paix de la nuit, une autre journée dans la vie d'une ville qui avait été témoin d'un miracle. 25 ans après que Marie fut arrivée pour la première fois à Saint-Flour-sur-Dordogne, incapable de dire son nom, elle se tenait dans le jardin de leur maison, désormais un lieu étendu avec des ajouts et des améliorations accumulées au fil des décennies. Ses cheveux avaient maintenant des fils d'argent, et il y avait des raies autour de ses yeux, mais elle était toujours belle, toujours la femme dont Julien était tombé amoureux au premier regard. Antoine était un avocat prospère à Toulouse, marié avec 2 enfants. Sophie était en effet devenue médecin, l'une des premières femmes médecins en Dordogne, et se faisait un nom à Bordeaux. Thomas avait suivi les traces de son père et était maintenant adjoint à Saint-Flour-sur-Dordogne, travaillant sous la direction de Julien et apprenant le métier. Julien avait pris sa retraite de shérif l'année précédente, passant l'insigne à un homme plus jeune qu'il avait lui-même formé. Mais il passait toujours du temps au bureau, offrait toujours des conseils et du soutien, s'assurait toujours que Saint-Flour-sur-Dordogne restait le genre d'endroit où les gens pouvaient trouver refuge et espoir. Par une chaude soirée de 1903, Julien et Marie étaient assis sur leur porche avec Thomas et sa nouvelle épouse, une douce jeune femme d'un ranch des environs. Ils parlaient de l'avenir, des projets de Thomas d'acheter une maison à proximité, des petits-enfants que Julien et Marie espéraient voir arriver bientôt. « Racontez-nous l'histoire, a dit soudain l'épouse de Thomas. Celle de votre rencontre. Tout le monde dit que c'est la plus romantique de Saint-Flour-sur-Dordogne, mais je ne l'ai jamais entendue correctement. » Julien et Marie ont échangé un regard, et après 25 ans de mariage, ils n'avaient pas besoin de mots pour communiquer. Julien a fait signe à Marie de la raconter. « Eh bien, a commencé Marie, se calant dans sa chaise. C'était en juillet 1868 et j'avais couru pendant des jours. J'étais épuisé, terrifié et j'avais perdu tout ce que j'aimais. Quand je suis tombé sur Saint-Flour-sur-Dordogne, je ne savais même pas où j'étais. Je savais juste que je ne pouvais plus courir. » Elle a raconté l'histoire de cette première rencontre, de la gentillesse de Julien, des soins de Madame Leclerc, des 7 semaines qu'elle avait passées incapable ou réticente à prononcer son nom. Elle l'a raconté honnêtement, sans esquiver l'obscurité de ce à quoi elle avait échappé, mais en se concentrant sur la lumière qu'elle avait trouvée à Saint-Flour-sur-Dordogne. Et puis un jour, a dit Marie, tendant la main pour prendre celle de Julien. Cet homme m'a regardé et m'a dit qu'il allait m'appeler Espoir jusqu'à ce que je lui dise mon vrai nom. Espoir, un mot si simple, mais il a tout changé. Il m'a donné quelque chose à espérer, quelque chose en quoi croire, et il m'a donné lui. Je n'ai pas fait de grandes choses, a protesté Julien, bien qu'il souriait. J'ai juste traité une personne comme elle méritait d'être traitée. Tu as tout fait, et corrigé Marie. Tu m'as sauvé la vie, Julien Dubois, et puis tu m'as donné une raison de la vivre. L'épouse de Thomas avait les larmes aux yeux. C'est magnifique. C'est la plus belle histoire d'amour que j'ai jamais entendue. C'est notre histoire, a dit Julien simplement, et je n'en changerai pas un seul instant.
Alors que le soir s'assombrissait et que la conversation tournait vers d'autres sujets, Julien s'est retrouvé à réfléchir au chemin qui les avait menés ici. 25 ans auparavant, il était un jeune adjoint sans famille et avec peu de perspectives. Maintenant, il était entouré d'amour, d'enfants et de petits-enfants, d'une femme qui était sa partenaire à tous égards. Tout cela parce qu'il avait choisi d'aider une étrangère dans le besoin, parce qu'il avait vu au-delà de la peur et du silence la personne en dessous. Marie l'a surpris en train de la regarder et a souri, ce même sourire qui l'avait captivé toutes ces années auparavant. Il lui a rendu son sourire, et à ce moment-là, Julien a su avec une certitude absolue qu'il était l'homme le plus chanceux du monde. Les années ont continué de passer, apportant des changements, grands et petits. Saint-Flour-sur-Dordogne est sauté d'une ville à une véritable cité, avec des automobiles commençant à apparaître dans des rues qui n'avaient autrefois connu que des chevaux. Julien observait avec intérêt, mais sans nostalgie. Il avait vécu les jours de la frontière sauvage et il avait contribué à les apprivoiser, et il était satisfait des progrès qu'ils avaient réalisés. Des petits-enfants sont arrivés, 6 au total au fil des ans. Julien leur a appris à monter à cheval, à tirer droit et à toujours défendre ce qui était juste. Marie leur a appris à être gentils, à être courageux, et que le silence était parfois la forme de force la plus puissante. Ensemble, ils ont créé un héritage d'amour et de courage qui allait se propager à travers les générations. À leur 30e anniversaire, leurs enfants leur ont organisé une fête surprise qui a réuni la moitié de Saint-Flour-sur-Dordogne. Madame Leclerc était décédée 2 ans plus tôt, mais sa fille était présente à sa place. Le capitaine Moreau était là, à la retraite maintenant, mais toujours aussi vif d'esprit. Même certains des habitants qui s'étaient tenus aux côtés de Julien contre Pierre Lacroix, toutes ces décennies auparavant sont venus célébrer. Des discours ont été prononcés, des toasts ont été offerts, et des histoires ont été racontées tard dans la nuit. Mais le moment que Julien a le plus chéri est arrivé à la fin de la soirée, quand tout le monde était parti et que lui et Marie étaient seuls dans leur maison. 30 ans, a dit Marie, retirant ses chaussures et s'installant sur le canapé avec un soupir de contentement. 30 ans depuis que tu m'as appelé Espoir et que tu m'as sauvé la vie. 32 ans depuis que tu es entré à Saint-Flour-sur-Dordogne, a corrigé Julien, s'asseyant à côté d'elle. Mais qui compte? Moi. Chaque jour est un cadeau que je n'aurais jamais cru avoir. Chaque matin où je me réveille à tes côtés, chaque dîner avec notre famille, chaque soirée tranquille sur le porche, tout est un miracle. Julien l'a serré contre lui et elle a posé sa tête sur son épaule comme elle l'avait fait des milliers de fois auparavant. Tu es le miracle, Mary. Tu as survécu à quelque chose qui aurait brisé la plupart des gens. Tu as reconstruit ta vie à partir de rien. Tu es devenu quelqu'un qui aide les autres à faire de même. C'est extraordinaire. Nous l'avons fait ensemble, a insisté Marie. Tout ce qui est bon dans ma vie, nous l'avons construit ensemble. Ils se sont assis dans un silence confortable. 2 personnes qui s'étaient aimées à travers les épreuves et les triomphes, à travers les jours ordinaires et les extraordinaires. Dehors, Saint-Flour-sur-Dordogne bourdonnait de vie, une ville construite sur l'espoir et le travail acharné, et la conviction que les gens méritaient une seconde chance. En 1908, exactement 30 ans après l'arrivée de Marie à Saint-Flour-sur-Dordogne, elle et Julien ont fait un voyage en Basse-Normandie. C'était quelque chose que Marie voulait faire depuis des années, mais n'avait jamais trouvé le courage. Maintenant, avec Julien à ses côtés et des décennies entre elle et le passé, elle se sentait prête à y faire face. Ils ont visité la petite ville où Marie avait grandi, où elle avait épousé Pierre lors d'une cérémonie dont elle se souvenait à peine. La maison où cela s'était passé avait disparu, démolie des années auparavant, mais ils ont trouvé le cimetière où Clara était enterrée. Marie est restée longtemps devant la tombe de sa sœur, des larmes coulant sur son visage. Julien se tenait à côté d'elle, un bras autour de ses épaules, ne disant rien parce qu'aucun mot n'était nécessaire. Finalement, Marie a parlé. « J'ai nommé notre fille d'après toi, Clara.
Je voulais que tu continues à vivre d'une manière ou d'une autre, même s'il t'a prise à moi, et elle est tout ce que tu aurais été, forte et féroce et gentille. J'aurais aimé que tu la rencontres. J'aurais aimé que tu les rencontres tous. Elle a placé des fleurs sur la tombe, des fleurs sauvages qu'elle avait cueillies ce matin-là. Et puis, elle s'est tournée vers Julien. Je suis prête à rentrer à la maison maintenant, à Saint-Flour-sur-Dordogne. Oui, à Saint-Flour-sur-Dordogne, à notre vraie maison. Ils sont retournés en Dordogne et à chaque kilomètre qui passait, Julien voyait les épaules de Marie se redresser, voyait le poids du passé se lever d'elle. Au moment où ils sont arrivés à Saint-Flour-sur-Dordogne, elle souriait à nouveau, parlant avec enthousiasme de revoir les petits-enfants et de travailler dans son jardin. « Merci », a-t-elle dit à Julien, alors qu'ils se tenaient sur le quai de la gare, regardant Saint-Flour-sur-Dordogne s'agiter autour d'eux. « D'être allé avec moi, de m'avoir soutenu, d'être toi. » « Toujours, a promis Julien. « Tant que je vivrai, je serai toujours là pour toi. » Et il l'a été. Au fil des années qui ont suivi, à travers la maladie et la santé, à travers la joie et le chagrin, Julien Dubois a tenu chaque promesse qu'il avait jamais faite à Marie. Il était son roc, son partenaire, son amour, tout comme elle était le sien. En 1915, Julien a célébré son 68e anniversaire entouré de sa famille. Ses enfants étaient tous adultes et réussis. Ses petits-enfants s'épanouissaient. Et Marie était toujours à ses côtés, toujours belle malgré l'argent dans ses cheveux et les rides sur son visage. Ils avaient construit une vie ensemble qui comptait, qui faisait une différence. Et alors que Julien regardait les gens rassemblés dans sa maison, il ne ressentait rien d'autre que de la gratitude. Thomas, maintenant shérif de Saint-Flour-sur-Dordogne, a levé son verre pour un toast. À mon père, le meilleur homme de loi et le meilleur homme que j'ai jamais connu. Tout ce que je suis, je l'ai appris de toi. Et à ma mère, qui nous a appris à tous ce qu'est le vrai courage. Merci de nous avoir montré ce que signifie vraiment l'amour. Tout le monde a trinqué à cela et Marie a serré la main de Julien sous la table. Il a serré en retour et quand il l'a regardé, il a vu le même amour dans ses yeux qui était 37 ans auparavant quand elle avait enfin prononcé son nom. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti et qu'il se préparait à se coucher, Marie a dit « Te souviens-tu de ce que je t'ai dit le jour de notre mariage? Que je t'aimais de tout mon cœur. Je me souviens de chaque mot que tu m'as dit, » a répondu Julien. « J'ai besoin que tu saches que c'est toujours vrai, plus vrai que jamais. Tu es mon cœur, Julien Dubois. Tu l'as été depuis le jour où tu m'as appelé Espoir et que tu m'as donné une raison d'espérer à nouveau. » Julien a traversé la pièce et l'a prise dans ses bras, la serrant fort. « Et tu es la mienne. Tu m'as donné une vie au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Une famille, un but, une raison d'être meilleur que je ne pensais pouvoir l'être. Je t'aime, Marie. Je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle et au-delà. » Ils sont restés ainsi longtemps. Deux personnes qui s'étaient trouvées contre toute attente et avaient bâti quelque chose de beau à partir de la tragédie et de l'espoir. Et quand ils se sont finalement couchés cette nuit-là, c'était avec la paix de savoir qu'ils avaient bien vécu, aimé pleinement, et créé un héritage qui perdurerait. Les années ont continué de passer, apportant à la fois des célébrations et des chagrins. La santé de Julien a commencé à décliner au début de ses 70 ans, bien qu'il ait lutté contre cela avec son obstination caractéristique. Marie l'a soigné à travers les accès de maladie, tout comme il l'avait protégé toutes ces années auparavant, et leur amour n'a fait que s'approfondir avec le temps. Par une soirée tranquille de 1920, Julien était assis dans son fauteuil préféré sur le porche, une couverture sur ses genoux malgré la chaleur de la Dordogne. Il avait maintenant 83 ans et Marie 76, et ils étaient mariés depuis 42 ans. Leurs petits-enfants avaient maintenant des petits-enfants, et l'arbre généalogique des Dubois s'était étendu largement et fortement à travers la Dordogne. Marie était assise à côté de lui, tricotant quelque chose pour leur plus récent arrière-petit-enfant, et le silence entre eux était confortable, familier,
rempli de tous les mots qu'ils avaient prononcés et de tous ceux qu'ils n'avaient pas besoin de prononcer. « Marie, a dit Julien soudainement, tu regrettes jamais d'être venue à Saint-Flour-sur-Dordogne? Je veux dire, de construire une vie ici plutôt qu'ailleurs? » Elle a posé son tricot et l'a regardé avec ses yeux gris qui l'avaient captivé dès le tout premier instant. « Regrettez ça, Julien. Saint-Flour-sur-Dordogne m'a sauvé la vie. Tu m'as sauvé la vie. Comment pourrais-je jamais regretter ça? Je veux juste m'assurer que tu as été heureuse, que je t'ai donné la vie que tu méritais. » Elle a tendu la main et lui a pris la sienne, son toucher lui envoyant toujours de la chaleur même après toutes ces années. « Tu m'as donné plus que je ne méritais. Tu m'as donné de l'espoir quand je n'en avais plus. Tu m'as donné de l'amour quand je pensais ne jamais le connaître. Tu m'as donné une famille, un foyer, un but. Tu m'as tout donné, Julien Dubois. Tu m'as donné tout autant, a dit Julien, sa voix rauque d'émotion. Avant toi, je ne faisais que suivre le mouvement. Je portais l'insigne et je faisais mon devoir, mais je ne vivais pas vraiment. Tu m'as appris à vivre. Tu m'as appris ce qui compte vraiment. Nous nous sommes appris l'un l'autre, a dit Marie doucement. C'est ça l'amour, n'est-ce pas? S'enseigner mutuellement, apprendre ensemble, grandir ensemble. Oui, a acquiescé Julien, c'est exactement ça l'amour. Ils sont restés assis ensemble alors que le soleil se couchait sur Saint-Flour-sur-Dordogne pour la 42e fois de leur mariage, regardant le ciel passer du bleu alors au violet. La ville qu'ils avaient vue grandir d'un campement frontalier à une métropole florissante bourdonnait de vie autour d'eux, pleine de gens vivant leurs propres histoires, trouvant leurs propres espoirs. « Je recommencerai tout, » a dit Julien soudainement. « Chaque moment, chaque lutte, chaque triomphe. Je te choisirai à nouveau en un battement de cœur. Et moi, je te choisirai, a répondu Marie, chaque fois. Julien Dubois est décédé paisiblement dans son sommeil 3 mois plus tard, Marie lui tenant la main et sa famille rassemblée autour de lui. Il avait 83 ans et il avait vécu une vie pleine de buts, de courage et d'amour. Ses funérailles ont réuni tout Saint-Flour-sur-Dordogne, des centaines de personnes dont la vie avait été touchée au fil des décennies. Tous venaient rendre hommage à un homme qui avait amélioré sa ville simplement en y étant. Marie se tenait devant sa tombe, les yeux secs, ses enfants de chaque côté d'elle, et elle lui a parlé directement comme s'il pouvait encore l'entendre. « Merci, mon amour. Merci pour 7 semaines d'espoir et 42 ans de bonheur. Merci de m'avoir vu quand je ne pouvais pas me voir moi-même. Merci pour chaque jour que nous avons eu ensemble. Je porterai ton amour avec moi jusqu'à ce que nous nous retrouvions. » Elle a vécu encore 5 ans après cela, entourée de sa famille, aidant toujours les femmes qui avaient besoin de soutien, racontant toujours l'histoire de ce gendarme qui l'avait appelé Espoir, jusqu'à ce qu'elle puisse dire son propre nom. Elle est restée vive, gentille et courageuse jusqu'à la fin. Et quand elle est décédée dans son sommeil en 1925 à l'âge de 81 ans, tout le monde a convenu que c'était parce qu'elle était prête à être à nouveau avec Julien. Ils ont enterré Marie à côté de Julien dans le cimetière de Saint-Flour-sur-Dordogne, sous une pierre tombale commune sur laquelle était gravé « Julien Dubois et Marie Lebrun-Dubois. Il lui a donné de l'espoir. Elle lui a donné un but. Ensemble, ils ont laissé à Saint-Flour-sur-Dordogne un héritage d'amour. Leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ont perpétué cet héritage, se répandant à travers la Dordogne et les au-delà, mais se souvenant toujours de l'histoire de leurs remarquables grands-parents. L'histoire d'une femme qui a refusé de dire son nom pendant 7 semaines et du gendarme qui l'a appelé Espoir jusqu'à ce qu'elle le fasse. L'histoire de 2 personnes qui se sont trouvées dans les circonstances les plus improbables et ont bâti un amour qui a duré toute une vie et au-delà. Et aujourd'hui, honnêtement, je ne sais pas. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Parfois, je pense que j'ai fait une erreur en m'accrochant à une promesse si improbable. C'était un tourbillon, un mélange de terreur et de la plus pure joie. Le bonheur absolu n'existe pas sans sa part d'ombre, n'est-ce pas? Et c'est cette complexité, ce désordre humain qui a rendu notre histoire si réelle. Nous n'étions pas des figures de légende,
mais juste deux personnes qui ont choisi de se battre l'une pour l'autre, jour après jour. Est-ce que ce choix était le bon? Je le crois, mais même après toutes ces années, il reste toujours une pointe de ce doute, cette fragilité qui rend la chose encore plus précieuse. C'est ça la vie. Rien n'est parfait, mais tout peut être vécu avec courage